Merci la présidente. Et j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter notre travail de recherche intitulé « L'évaluation du passage de l'euphovirus dans le lait maternel et prédiction des quantités ingérées par le nourrisson à laitier, étude chez la femme au Mali ». Pour cette présentation, nous allons choisir le plan suivant. Nous allons commencer par une introduction et donner les objectifs. Et à partir des objectifs, donner les méthodes utilisées pour avoir les résultats. Et nous allons terminer par une conclusion. En introduction, nous pouvons dire que l'infection VIH est un problème majeur de santé publique dans nos pays, surtout au sud du Sahara. Et le risque de transmission pendant la grossesse varie de 5 à 10%, au cours de l'accouchement de 10 à 20%, et surtout pendant l'allaitement, ça varie de 5 à 20%, soit un total de risque de transmission de 30 à 40% sans traitement. Et c'est pour cela que l'Organisation mondiale de la santé indique la grossesse comme une mise sous traitement ARV, surtout l'option B+, l'option B+, qui constitue 3 médicaments antirétroviraux à donner à la femme. Cependant, ce traitement n'est pas sans conséquences, surtout des effets indésirables chez la mère, mais aussi chez les nourrissons. C'est pour cela que nous sommes posé la question d'évaluer les concentrations de l'euphovirus avec les variabilités intra- et interindividuelles dans le plasma des mères séropositives ainsi que le plasma des nourrissons allaités, et d'explorer la relation entre les concentrations mesurées et les paramètres virologiques, ainsi que les effets indésirables rapportés dans le but d'établir des relations pharmacocinétiques, pharmacodynamiques chez l'enfant allaité. Pour atteindre ces objectifs, nous avons adopté le plan suivant. Nous avons inclus 32 couples mère-enfant dans 2 centres de santé au Mali, l'hôpital Gabriel Touré et le centre de santé de référence de la commune 5. Les examens biologiques ont été faits au laboratoire Sérofo de la faculté de médecine et les dosages pharmacologiques sanguins et lactés ont été faits au laboratoire de pharmacocinétique de Toulouse. Nous avons utilisé une chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse avec une limite de quantification de 0,216 mg par litre pour l'euphovirus. Nous avons recueilli les effets indésirables cliniques chez l'enfant à partir du questionnaire. Nous avons mesuré l'observance à partir du 4e jour suivant la visite de la maman. Et pour cela, nous avons d'abord validé une méthode de dosage au laboratoire, dosage sur le plasma, avec une limite de quantification de 0,16 mg par litre pour l'euphovirus, avec un seuil thérapeutique qui est déjà connu qui est entre 1 et 4 mg. Nous avons aussi validé une méthode de dosage dans le lait maternel avec une gamme qui varie de 50 nanogrammes par millilitre à 5000 nanogrammes par millilitre pour l'euphovirus, avec une limite de quantification de 50 nanogrammes par millilitre pour l'euphovirus. À l'inclusion, les 32 femmes, ils ont un âge moyen de 29 ans et l'âge limite va de 19 ans. Et sur les 32 mères, nous avons 28 qui étaient indétectables et 4 qui étaient détectables. Au niveau des concentrations dans le plasma de l'euphovirus, nous avons trouvé 3,10 mg par litre au premier mois et 2,74 mg par litre au 6e mois. Chez l'enfant, nous avons trouvé 0,35 mg par litre au premier mois et 0,17 mg par litre au 6e mois, avec un ratio mère-enfant qui est de 0,057 au premier mois et 0,048 au 6e mois. Dans le lait maternel, nous avons trouvé une concentration lactée de
mg par litre au premier mois et 3,92 mg par litre au 6e mois. Avec une dose relative de l'enfant, la dose pédiatrique est recommandée à 6 mois qui est 2,46, qui est inférieur à 10%. Donc, le ratio lait maternel, plasma maternel varie entre 1,11 entre le premier mois et le 6e mois. Nous avons aussi mesuré la créance apparente chez l'enfant et nous avons trouvé 0,146. Et tous nos mères étaient observants selon la méthode que nous avons utilisée. Nous n'avons trouvé aucun effet indésirable clinique de l'effet virus pris par la maman chez les nourrissons allaités. Nous avons cependant trouvé une mère qui avait une charge virale plasmatique supérieure à 50 copies par millilitre et cette même maman avait des concentrations plasmatiques indétectables à la même période. Pour commentaire, nous pouvons dire que notre ratio lait plasma maternel est 1,11, ce qui est similaire à celui de Olajungo au Nigeria en 2015. La créance apparente chez l'enfant est 0,146 et qui est comparable à celui de Salingem et al. En 2014. En perspective, c'est de valider la méthode de charge virale lactée chez nos patients et confirmer ces résultats par d'autres études, surtout dans les autres régions, parce que notre étude a été faite uniquement à Bamako. En conclusion, nous allons terminer en disant que l'effet virus est détectable à des faibles quantités dans le plasma des nourrissons allaités sans effet indésirable clinique et d'autres études seront nécessaires pour confirmer ces données. Nous allons terminer par remercier l'ensemble de nos partenaires, l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako, l'Université Paul Sabatier de Toulouse 3, Northwest Université de Chicago, l'hôpital de Toulouse, le laboratoire Serofo, le service de pédiatrie de l'hôpital Gabriel Touré, l'ISAC du centre de santé de référence de Bamako et l'AFRA VIH pour nous avons donné une bourse de participation pour vous présenter ces données. Je vous remercie. Merci Aboubacar pour cette présentation. Et nous avons 5 minutes pour les questions. Oui, derrière. Oui. Catherine peut commencer. Quels effets indésirables vous avez recherchés et puis non trouvés, mais déjà pour rien que quel répertoire d'effets indésirables vous avez essayé de recueillir chez le nourrisson? Merci. Et nous avons cherché surtout les troubles neurologiques, surtout troubles du sommeil. Parce que définir des troubles du sommeil chez un bébé, la définition de troubles du sommeil chez le bébé, en tant que clinicien, on se pose vraiment la question de la définition que vous avez utilisée pour pouvoir les observer. Qu'est-ce que c'est un trouble du sommeil chez un nourrisson? Ce n'est pas une entité clinique si claire. Ok. Donc, c'est plutôt les cliniciens qui ont cherché le trouble du sommeil. À chaque visite de l'enfant, on fait un examen clinique complet, l'évaluation. Donc, c'est les pédiatres des sites qui ont fait. Bon, je pense que Mariam étant à côté, elle peut juste répondre à cette question et on va aller ailleurs. Non, je ne pense pas que cette partie, je ne sais pas s'il y avait un questionnaire spécifique, mais du côté des cliniciens, c'est peut-être demander à la mère s'il y a un changement de comportement chez l'enfant, mais pas d'une définition claire de trouble du sommeil, comme dit Catherine. Ouais. Derrière. Le deuxième. Oui. D'abord, on n'a pas de contrôle et peut-être des effets secondaires qui ne sont pas spécialement en aigu, mais plus à long terme. Mais ça vaudrait la peine de suivre ces enfants un peu longtemps et d'essayer d'avoir un contrôle pour les comparer. Okay. Je pense que ça sera pris en compte. Hein. Il faut continuer de les suivre. Une question derrière.
Mais je pense que c'est parce que je ne l'ai pas vu. Il n'y a pas d'enfants infectés parmi les 32 enfants. Non, tous nos enfants, aucun enfant n'a été infecté. C'est ça, donc on ne peut pas tester la résistance à l'effavirenx. Non, non, non. Ok. La charge virale sur les enfants aussi était indétectable. Mais il faut dire qu'ils sont toujours allaités, hein, donc ouais, je pense qu'il faut refaire. Ils étaient allaités jusqu'à 6 mois. Bon, est-ce qu'on a encore des questions? Sinon, je crois qu'on peut poser une question à Philippe, hein? Une seule question, si vous le permettez. Il n'y a pas de questions pour le premier intervenant? Non? C'était clair? Ok, Maria, vas-y. Mais c'est juste pour dire, après tout ce qu'il a dit, c'est vrai, on était content parce que les mères pouvaient allaiter, prendre les ARV, mais en sachant dès le départ que voilà, le risque zéro n'existe pas. Maintenant, je ne sais pas, la position que je pose à Philippe, c'est dans le futur, à quoi devrons-nous nous attendre avec cet allaitement protégé? Merci Aboubacar. Je vais essayer de faire court. La première chose, c'est que ce n'est pas du tout une remise en question du traitement maternel. Ça, il faut être vraiment très clair. Ça a eu un impact majeur sur le contrôle de la transmission dans l'immense majorité des cas. Je pense que c'est un argument supplémentaire pour mettre un maximum d'impact sur l'adhésion au traitement maternel, et en particulier pendant l'allaitement. À la fois pour des raisons altruistes, éviter la transmission, et pour des raisons personnelles, contrôler l'infection. Mais je pense qu'il y a certainement de la place maintenant. On commence à avoir un recul suffisant avec l'option B+, pour se rendre compte que c'est peut-être pas aussi simple que ça d'assurer une adhésion optimale chez toutes les mères. Que malgré tout, même en cas d'adhésion optimale, il y a une transmission résiduelle. Et c'est de faire en sorte que les enfants exposés au VIH pendant l'allaitement, c'est-à-dire les enfants dont la mère a une charge virale détectable, c'est quand même un très bon indicateur d'exposition de l'enfant, d'avoir une stratégie complémentaire, pas alternative, complémentaire au traitement maternel. Peut-être de penser à la PrEP chez l'enfant, peut-être à penser à d'autres interventions de type immunoprophylaxie passive, etc. Mais on en a besoin, à mon avis. Merci. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir David Masson pour clore la partie, en tout cas dédiée à l'alimentation et l'allaitement, qui, pour le coup, va nous parler du sevrage. David est pédiatre et travaille notamment pour le SIDAction à Paris.